Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Ça faisait un petit moment, ça faisait même un sacré moment en fait. Alors, c'était un petit peu calme niveau news et tout ça. Et puis en ce moment avec le prix des GPU et tout ça. Et puis en gros, j'ai pas trop eu le temps. Mais maintenant, on va reprendre tranquillement. Surtout qu'il y a pas mal de news cette semaine-ci. Je vous rappelle j'avais annoncé il y a quelques temps qu'il y avait le Mobile World Congress à Barcelone. Donc c'est un événement où il y a énormément de nouveaux téléphones qui sont présentés, notamment le Galaxy S8. Il y en aura d'autres présentés dans les semaines, mois à venir, certainement. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. On arrive aussi à une période de temps où on se rapproche de Ryzen et tout ça, Ryzen 2, enfin Ryzen+. Donc, je pense que ça devrait être plutôt intéressant. Il y a toujours, évidemment, les problèmes de GPU qui sont vraiment chers, au point même que j'ai pas envie de faire de config à la semaine, parce que selon moi, vous ne devriez limite pas acheter un PC en ce moment. Il y a peut-être un marché pour les PC préconstruits, parce que là, vous êtes sûr d'avoir la carte graphique pour pas trop cher, parce que ils essayent de s'en sortir pour que le PC soit moins cher et tout ça. Quand je parle de PC préconstruit, je parle pas de trucs genre HP ou autre chose. Hein. Je parle par des vrais sites qui savent construire un PC. Mais bon. Par contre, je ferai certainement une config de la semaine sur les derniers APU AMD qui sont vraiment bien pour faire une petite machine pas une méga machine, mais qui permet de jouer un minimum quand même, de manière honnête, quoi. Vraiment genre quelque chose d'honnête. Surtout si vous jouez à des jeux pas très lourds. Donc ça, je le ferai certainement dès que possible. J'ai aussi Shadow, j'ai pas mal testé, j'ai tout tourné, j'ai juste à faire le montage, il faut que je le fasse. Et puis vous avez la vidéo sur Shadow aussi. Et vous avez aussi d'autres vidéos, j'ai une vidéo sur... j'ai à peu près terminé, il faut que je tourne sur la réparation d'un smartphone. Vous avez une vidéo... Le projet water cooling, oui, attendez. Bon, j'ai rien à montrer, mais genre j'ai pratiquement toutes les pièces. J'attends une dernière livraison du Waterblock CPU, mais j'ai Waterblock GPU, tout ce qui est câble, radiateur, je les avais depuis un moment. Liquide de refroidissement, j'utilise un liquide classique pour le moment, je passerai peut-être à quelque chose de plus haut de gamme après. Pompe, fixation, les embouts, j'en ai énormément d'embouts. Des embouts. J'ai utilisé des embouts Ikea parce qu'ils sont pas trop mal. Ils supportent les tubes rigides, mais aussi soft. Moi, j'utilise du soft pour le moment. Et du coup, si je veux passer à du rigide, pas besoin de réacheter les embouts. Je peux réutiliser, c'est nickel. Donc, je pense que ça vaut la peine. Parce que ce genre de truc, ça coûte cher. Hein. C'est genre, la boîte, je ne sais plus combien c'est, mais c'est cher. J'ai pour une petite, à mon avis, 80 € d'embouts, juste pour brancher les tubes, hein. Juste 80 d'embouts, hein. 80 € d'embouts. Mais le truc, c'est que je peux les réutiliser pendant 10 ans si je veux. Vraiment. Donc le water cooling, le vrai water cooling custom, ça a un coût énorme au premier abord. Mais une fois que vous avez tout, vous avez juste besoin de changer un petit peu les waterblock GPU, surtout. Les waterblock CPU, vous pouvez encore les garder, mais les waterblock GPU, il faut les changer parce qu'ils sont vraiment conçus pour. Et du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Vous avez aussi d'autres petits trucs. De temps en temps, vous avez une pièce qu'il faudra remplacer ou autre chose, évidemment. La pompe peut-être qui fail ou autre chose. Ça peut arriver. Donc, ouais. Mais bon, ça coûte cher quand même dans un premier temps. J'ai même des embouts et tout ça pour... J'attends aussi, en même temps que le waterblock CPU, j'ai commandé sur Case King, qui est pas mal. Une sonde de température. J'ai aussi un Corsair Commander qui accepte la sonde et qui peut contrôler tous les ventilateurs du PC selon la sonde. Donc ça c'est génial, je pourrais contrôler tous les ventilateurs selon la température du liquide et non pas selon la température du CPU. Comme je vous ai dit, le CPU peut vite bouger en température, mais le plus important c'est le liquide dans un système de refroidissement. Donc ça va être génial. Par contre ça n'arrivera pas genre la semaine prochaine autre chose, je vous préviens, mais ça arrive. Et avant, en fait, vous aurez un autre truc, c'est que j'ai un kit Ikea de water cooling en aluminium que je vais tester d'abord et que je vais en fait installer dans mon autre PC, que j'ai un second PC, et je vais l'installer là-dedans pour d'abord me faire la main. Comme ça, je me fais la main. Et puis aussi pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est beaucoup moins cher qu'un kit en cuivre et tout ça, ce que j'ai, le vrai full kit. Et pourtant, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Vous avez genre la pompe séparée avec son réservoir, vous avez un vrai waterblock CPU, vous pouvez rajouter des radiateurs, maintenant ils ont rajouté des options, vous avez même des trucs d'angle et tout ça, ils m'en ont même passé un petit peu dans la boîte, donc j'ai des angles à 90 degrés, tout ça, donc vous avez vraiment genre des trucs vraiment sympathiques en fait, et il y a largement possibilité selon moi de faire un bon water cooling.
même s'il y a évidemment quelques petits désavantages et que c'est pas aussi bien quand même qu'un vrai full water cooling. Mais il y a moyen, il y a moyen. Du coup, ça, on testera un petit peu. Je le comparerai à un système de genre un Kraken X61 qui est assez haut de gamme et qui devrait donner un bon truc de comparaison parce qu'ils sont à peu près au même, plus ou moins au même prix. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour les news de la chaîne. Donc merci si vous avez été patient et désolé de prendre un petit peu de temps, mais genre je le fais sur mon temps libre, donc j'ai pas toujours le temps. Ah d'ailleurs j'ai aussi une vidéo sur un clavier spécial RGB qui est juste là, vous pouvez peut-être pas le voir. C'est un clavier low profile qui est pas trop mal, c'est sympathique. J'ai plusieurs vidéos en fait. J'ai des trucs que j'ai testés pendant pas mal de temps que je suis prêt à faire une vidéo dessus. Il faut juste que j'ai le temps de tourner, le temps de setup tout. Parce que setup la caméra, des fois là ça va, cet angle là ça va. Mais quand je dois setup la vraie caméra derrière là, ça prend un petit peu de temps. Et du coup, voilà. Et puis des fois vous avez des problèmes de record ou des trucs de son. Au niveau son d'ailleurs je gère mieux maintenant, j'arrive à mieux utiliser mon micro-cravate, donc ça c'est cool. J'ai fait un petit peu des bêta-tests. J'ai fait aussi des vidéos que je n'ai pas sorties exprès parce qu'en fait c'est juste pour tester. Par exemple avec le micro, juste voir ce que ça donne. Tester un petit peu le montage et tout ça. Donc vous devrez avoir aussi un changement au niveau du montage dans les prochaines vidéos. Pas dans le Texama Show, parce que le Texama Show ça restera très news comme ça. Mais du coup vous devriez avoir de la musique de fond commencer à apparaître à certains moments et tout ça. Donc ça devrait être plutôt cool. Un petit peu plus de professionnalisme. Donc voilà, du coup passons aux news de la semaine. On en a plusieurs, assez importantes. Comme je vous ai dit, alors je vais retourner sur la première, c'est quand même mieux. Galaxy S9, sorti, disponible. Enfin, disponible en précommande. Donc il a été annoncé au World Mobile Congress. Donc c'est basiquement ce qu'on s'attendait. C'est un Galaxy S8. Mais mieux, en gros. Donc vous avez notamment beaucoup de changements au niveau des capteurs photo. Donc nouveau capteur photo et double capteur photo sur la version Plus maintenant. Donc là vous avez les deux Plus, vous voyez le S8 Plus et le S9 Plus à côté. Et on peut voir le changement au niveau capteur photo. Le lecteur d'empreintes rebouge à un endroit plus facile d'accès et ça c'est cool. Même si selon moi je le dis clairement, le prochain téléphone que j'achète, il a un capteur d'empreinte sous l'écran accessible depuis l'avant. Je n'aime pas les capteurs à l'arrière. Je n'aime pas ça. Il y en a des gens qui disent « Oh mais c'est bien parce que quand tu sors ton téléphone de ta poche, tu peux déjà le déverrouiller. » Au final, moi je trouve ça... non, pas très pratique en fait. Je préfère un capteur à l'avant. Je suis comme ça moi personnellement. Donc ça devra arriver. D'ailleurs il y a une news après qu'on parlera un petit peu d'un téléphone avec un capteur d'empreinte justement dans l'écran. Du coup... c'est basiquement, comme je vous ai dit, un S8, mais version update. Donc vous avez évidemment le nouveau Snapdragon 845, les nouveaux Equinox, que je ne me souviens plus de la référence, désolé, en Europe. Vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité pour concurrencer Apple avec des emojis en réalité virtuelle augmentée. Donc basiquement la même chose que les emojis Apple. Hein. C'est vraiment ça. Je sais pas s'ils l'ont mis dans... Voilà, ils l'ont mis dans la news. Donc... voilà, si vous aimez ça, sur l'iPhone 10, vous pouvez l'avoir. Ça sert à rien, mais bon. C'est juste vraiment, c'est une checkbox pour eux. Genre, ok, on a fait la même chose que eux. Comme ça, on n'a pas de... Quand les gens comparent les téléphones, ils n'ont pas en mode... Oui, mais il n'a pas les emojis, machin. Les gens sont très à comparer comme ça. Même pour des fonctionnalités qu'ils n'utiliseront jamais. Genre, oui, mais il n'a pas... il n'a pas un ouvre-boîte intégré. Et tu vas l'utiliser pour ouvrir une boîte avec ? Et puis le mec est en mode non, pourquoi? C'est vraiment ça. Les gens sont du genre à. Ils veulent toutes les fonctionnalités, mais après ils les utilisent pas. Moi je me concentre sur les fonctionnalités que j'utilise vraiment. Donc honnêtement, si vous êtes sur le marché, que vous cherchez un bon téléphone, c'est certainement un très bon téléphone. Surtout si vous l'avez avec un abonnement, vous pouvez l'avoir pour beaucoup moins cher. C'est un bon téléphone. Après. Le meilleur plan, selon moi, c'est que le Galaxy S8 chute de prix grâce à ça et que du coup, vous pouvez l'acheter pour beaucoup moins cher. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose quand un téléphone comme ça sort, c'est qu'au final, celui d'ancienne génération qui est très bon est beaucoup moins cher. Donc, on devrait le voir chuter, à mon avis, vers les 500 € très très vite. Donc, si vous le voulez, ça peut valoir la peine. Le S7 aussi il y a des prix vraiment concurrentiels et il est excellent franchement au niveau fonctionnalité. Donc ouais, il y a de quoi faire franchement au niveau achat de téléphone selon moi. Ok, ensuite on a une news au niveau d'un autre téléphone assez particulier. Donc ça c'est le Vivo Apex. Donc le Vivo Apex est un téléphone avec littéralement un écran qui va sur tous les bords du téléphone. Tous les bords, vous voyez là, c'est juste un énorme écran. Il n'y a que de l'écran et c'est assez impressionnant. Alors c'est un concept.
ce n'est pas un téléphone qui sortira vraiment. Et du coup, ben voilà, apparemment il sera jamais vendu à peu près sûr parce que Vivo ne sort jamais vraiment de téléphone, mais bon. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc plusieurs questions. Déjà, pour le déverrouiller, comment on fait? Apparemment, il a un lecteur d'empreintes, si je me souviens bien, en dessous du verre, justement. Donc ça, on l'avait vu dans une précédente news, si vous vous souvenez. Donc le lecteur d'empreintes qui existe maintenant, enfin qui a été conçu. D'ailleurs, on a eu plus de détails. Il y a une vidéo de MKBHD qui résume bien assez bien. En gros, c'est une sorte de mini capteur photo qui est en dessous d'un écran OLED. C'est obligé d'être un écran OLED parce que vous pouvez voir un petit peu à travers l'écran OLED. Un écran LCD, vous ne pouvez pas voir à travers. Et du coup, il prend en gros une photo de votre doigt pour déverrouiller et il regarde l'empreinte. Et pour ça, en plus, ce qui arrive, c'est que l'écran flash à l'endroit où vous mettez votre doigt. Donc l'écran devient très lumineux et ça flash votre empreinte pour que l'appareil photo voit correctement. Et en fait, il capte les réflexions de la lumière sur votre doigt en quelque sorte. Et du coup, c'est plutôt classe et ça marche très bien apparemment. C'est pas aussi rapide que les capteurs d'empreinte capacitifs que vous avez sur le Galaxy S8 par exemple, ou le S9 ou l'iPhone notamment, mais c'est quand même assez rapide. Autre question d'ailleurs par rapport à ce téléphone, et vous avez dû voir un peu la réponse, c'est le selfie, la caméra selfie, elle sort en fait du haut, comme ça, voilà, elle pop, et elle sort. Alors il y a des gens qui étaient en mode, oh ça casse totalement, c'est genre, ça la rend inutilisable ou je sais pas quoi, je suis en mode, c'est une idée géniale en fait, genre c'est vraiment une idée géniale. Parce que honnêtement, ok, la caméra à l'arrière, il se passe quelque chose, vous voulez prendre une photo le plus vite possible, donc il faut qu'elle soit disponible. Mais la caméra selfie, genre quelqu'un vous appelle pour faire un FaceTime, enfin FaceTime sur Android, oui, ou autre chose, ben, c'est pas grave si ça prend 0,5 secondes que le truc pop, enfin une seconde que le truc pop et que voilà, on voit votre tête après une seconde, quoi. Franchement, moi, je vois pas le problème en fait. Je pense que c'est surtout, ben, clairement, les gens qui prennent énormément de selfies que ça pose problème, mais tout le monde n'est pas comme ça et selon moi, je suis prêt à faire ce sacrifice pour avoir un écran total sur l'avant de l'écran du téléphone comme ça, qui est plutôt classe, franchement. Donc honnêtement, je m'en fiche. Un autre truc qu'on pourrait aussi se demander, c'est au niveau des speakers, comment on entend le son quand on appelle. En fait, il y a un truc qui fait vibrer le verre pour créer du son. Et ça existe depuis pas mal de temps, ça, hein, les technologies de vibration comme ça. Vous avez même des écouteurs que vous pouvez mettre sur l'arrière de vos oreilles qui vibrent les os. En fait, ça fait vibrer les os de vos oreilles pour recréer le son. Et ça marche plutôt bien. Et là, bah, c'est un peu le même genre de principe, mais avec le verre. Et honnêtement, apparemment, ça marche plutôt bien. Et ça permet de ne pas avoir de speaker au-dessus. Vous avez évidemment un speaker en dessous, si je me souviens bien. Un speaker normal quand vous écoutez de la musique. Mais bon. Donc ouais, franchement, il y a à peu près tout, en fait. Il y a... Évidemment, ils peuvent pas mettre de capteur de 3D ou autre chose comme sur le S9 ou même le S8 en fait, pour faire justement des emojis 3D ou autre chose. Mais bon, on s'en fiche un petit peu, très honnêtement. Mais bon, c'est un concept phone, donc il ne sortira vraisemblablement jamais. Mais bon, quand même cool et j'aurais bien voulu le voir, moi, personnellement. Je pense que c'est intéressant, franchement, comme téléphone. Et ouais. Ensuite, on a une petite news de Nokia qui continue de faire des téléphones. Ils survivent. Donc, alors, je suis un peu mauvaise langue, mais en réalité, le Nokia... Il y avait un autre Nokia 8 qui était sorti, je me souviens bien. Est vraiment pas mal. C'est pas un téléphone haut de gamme ou autre chose, mais c'est un très bon téléphone quand même pour le prix qu'il est. Et du coup, ils continuent un petit peu dans leur lancée à ce niveau-là. Donc, c'est des téléphones Android. Hein. Voilà, ils ont arrêté, ils ont arrêté les Windows Phone. Mais franchement, oui. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne un petit peu parce que je pense que c'est un marché intéressant, pas trop cher. Mais quand même des bonnes specs. Donc là, on a un petit peu de specs apparemment. Et le dernier haut de gamme de Nokia s'équipe voilà, d'un 835. C'est pas le dernier Snapdragon, mais c'est déjà pas mal. 6 Go de RAM. Vous avez 128 Go de stockage. Il monte quand même par contre à 749 €, ce que je vois. Donc c'est peut-être un petit peu cher par rapport à l'autre. Il me semble que l'ancien Nokia 8 justement était à 400 à 500 €. Donc ouais, là c'est peut-être une sacrée augmentation en réalité. Je suis en train de me dire. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Et aussi, en attendant, ils sortent ce genre de téléphone. Donc oui, voilà le Banana Phone. C'est le Nokia 8 110. C'est un vieux... Alors, il est sorti en 1999 et pour ceux qui se souviennent, on le voit dans Matrix.
Donc c'est le même téléphone, mais au goût du jour. Donc en gros, Nokia continue dans sa lancée de on va reprendre un vieux téléphone, le remettre au goût du jour et vous en faire acheter plein pour juste la nostalgie du téléphone. Merci Nokia, c'est très sympathique, mais non merci. Parce qu'au final, il est vendu 79 €. Il est 4G, mais bon, 79 €. C'est littéralement une banane, quoi. Il y a même des photos sur internet où des gens le comparent à une banane. Genre, il y a une banane à côté physiquement, quoi. C'est pas juste un Photoshop ou autre chose. Donc, ouais, non, non merci, je ne veux pas le truc. Donc, là, je suis pas convaincu par Nokia. Surtout que le 3310, on va être honnête, le nouveau 3310, il était un petit peu à chier, honnêtement. Avec le Snake 3D, tout ça qui était à chier. Genre, mettez juste le Snake normal. Et juste des stupidités, en fait. Ils sont. Je sais même pas, en fait. Pour moi, c'est compliqué quand même de fail à prendre un icône du téléphone et à juste le moderniser. Comment tu peux fail sur un truc aussi simple? Je ne comprends pas. Surtout que ce que les gens qui aimaient le 3310 demandent est très simple. C'est genre plein de batterie pour durer très longtemps et voilà, c'est tout. Enfin, franchement, c'est à peu près tout. Un Snake et puis voilà, c'est tout. Et pourtant, ils se sont amusés à essayer de faire autre chose et ils ont fail. Et je pense que ce téléphone, honnêtement, sera bof. Donc, ouais. D'ailleurs, oui, très marrant, ils ont mis l'heure qui. Genre, ah, regardez, il est 8h11. Haha, ça fait 8h11. Ouais. Sauf que le 0 est pas au bon endroit. C'est à chier, en fait. Ensuite, on a un petit peu de news au niveau de Sony qui a présenté un nouveau téléphone. Donc oui, Sony continue de faire des téléphones, ça peut paraître étonnant, mais voilà, ils existent toujours. Donc on a des nouveaux Xperia qui ont un design discutable. Ils ont perdu un petit peu le côté carré, justement, ils sont plus arrondis comme vous pouvez voir. On croirait même que le téléphone est en train de gonfler et qu'il va exploser ou je ne sais quoi, mais bon. Heureusement, ce n'est pas un téléphone Samsung, donc ça ne devrait peut-être pas arriver. Et du coup, voilà, le truc c'est qu'ils continuent à pousser des choses que les gens ne veulent pas. Selon moi, ils continuent de mettre, notamment dans le plus grand, voilà, des écrans 4K. Genre, on s'en fiche. Franchement, on s'en fiche. Je sais pas vous, mais j'ai un Galaxy S8 Plus et il y a deux modes. Vous pouvez régler la résolution du téléphone dans les paramètres pour économiser de la batterie et tout ça. Et je l'ai même pas mis à fond parce que honnêtement, à part si je commence à me mettre sous la tête, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Je ne vois rien personnellement. Je sais que j'ai une mauvaise vue, mais même avec mes lunettes, je ne vois pas la différence. Et du coup, honnêtement, un écran 4K sur un téléphone aussi petit, ça ne sert à rien pour le moment en tout cas. Pour la VR, ce serait très intéressant, mais c'est pas encore là. Pour moi, ça sert vraiment à rien et c'est juste une perte d'argent et juste genre gimmick. C'est vraiment gimmick. Genre, oh, on a l'écran 4K. Et le pire, c'est qu'il y avait une phrase au-dessus. Je sais plus c'était quoi, par exemple. C'était ici, non, c'était plus haut. Il y avait une phrase premier sur la 4K et le HDR. Bon, HDR c'est cool, mais premier sur le 4K, c'est genre, oui, ils sont premiers, mais c'est aussi parce que la plupart des autres constructeurs de téléphones comprennent que ça sert à rien le 4K sur un téléphone. Donc, ouais, s'ils pouvaient se reconcentrer sur des choses vraiment utiles, ce serait génial. Par contre, ils ont toujours quelque chose qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont une version compacte de leur smartphone haut de gamme, et ils ont à peu près les mêmes specs à chaque fois dedans. Donc le voilà, il me semble, c'est celui-là. Hein. Donc ça doit être un écran 4,7 ou 4,8 pouces, je ne sais plus exactement. Mais l'avantage, c'est que ça reste compact. Ça donne un smartphone haut de gamme, vraiment, pour les gens qui ont des petites mains. Et ça, c'est rare ces derniers temps. C'est vraiment rare. À part le iPhone, un petit peu l'iPhone. Mais encore une fois, on peut discuter que l'iPhone a des tellement grosses bordures sur les côtés que malgré que l'écran est petit, il n'est pas si petit que ça. Il y a même, vous pouvez regarder un iPhone 8. Donc pas le plus, et aussi gros qu'un téléphone de 5 pouces ou 5,1 pouces Android. Donc au final, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour ceux qui ont des plus petites mains? Je ne sais pas. Mais là par contre, c'est un vrai, selon moi, téléphone haut de gamme avec un écran raisonnablement petit, suffisamment utilisable en tout cas. Et donc c'est plutôt cool. Et c'est selon moi l'une des dernières choses que Sony arrive à bien faire au niveau smartphone. Et que ça m'étonne que beaucoup d'autres marques ne le fassent pas. Et enfin, on avait une petite news, bon ça n'a pas trop un rapport direct, mais Huawei a présenté un MacBook en gros, c'est vraiment ça. Ça ressemble énormément à un MacBook, donc c'est le MateBook, voilà, X Pro, voilà. Genre, en gros, au lieu de MacBook, c'est un MateBook.
et ils ont rajouté un X dedans. Voilà, c'est pas mal. Alors, il y a quand même des trucs très intéressants avec ce téléphone, avec ce laptop. Très peu de bordure d'écran, ça c'est plutôt cool. Donc, c'est-à-dire qu'il case un écran très grand dans un châssis petit. Et ça, c'est ce qu'on veut avec un ordi portable, franchement. L'écran le plus grand possible, mais on veut pas que l'ordi soit trop grand en tant que tel. Et il a évidemment énorme trackpad, de bonnes spécifications quand même, Core i5, Core i7, dernière génération. Il y a même un GPU Nvidia à intégrer si vous voulez, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qu'il faut franchement, le seul problème c'est qu'il n'est pas encore tout à fait disponible. Apparemment il sera disponible en France plus loin dans l'année, donc ça c'est cool comparé à Xiaomi. S'il y en a qui se souviennent, Xiaomi est un petit peu pareil que Huawei en Chine. C'est juste que Xiaomi a aucune présence européenne, il faut importer les téléphones et tout ça. Et ils ont aussi justement un MateBook ou un équivalent quoi. Et donc ouais, c'est pas mal. Par contre, il y a quelques petits désavantages, notamment le fait que la caméra, oui, vous allez dire, ouais la webcam là-dessus, elle est là. Vous voyez la touche là, oui, vous ne rêvez pas. La touche là, c'est une webcam. Vous appuyez dessus, la webcam sort. Donc l'angle de vision est des plus avantageux évidemment. Si vous voulez regarder si vous avez quelque chose de coincé dans votre nez, c'est plutôt pratique. Donc ma foi, c'est une bonne fonctionnalité afin d'avoir une hygiène nasale des plus perfectionnées. Merci Huawei, c'est vraiment de la haute technologie. Mais sinon, outre cette blague, bonne sélection de ports et tout ça. Et au final, ça va, c'est juste la webcam. Bon, personnellement, je m'en fiche de la webcam, mais il y a des gens qui s'en préoccupent vraiment. Et je pense que c'est peut-être une mauvaise façon de le faire. Peut-être qu'ils devraient juste donner, selon moi, peut-être, je sais pas, ils devraient mettre une webcam en bas pour ceux qui s'en fichent. Et puis juste inclure dans la boîte avec le laptop, peut-être mettre, il y aurait peut-être moyen, je sais pas, mettre un port vraiment slim au-dessus de l'écran où vous pouvez brancher une webcam directement là, je sais pas. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Vraiment, il y a franchement moyen. Mais ouais, il n'y arrive pas trop. Peut-être mettre... il y a quand même une bordure d'écran, donc il y a peut-être moyen aussi de caser un petit capteur de caméra, je sais pas. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite, toujours au niveau news laptop, justement, on switch au fur et à mesure. Vous avez des premiers signes du Core i7 5, alors 8559U, voilà. Donc c'est... Alors c'est pas les plus gros Core i7, c'est pas ceux qu'on attend qui auront 6 cœurs. Ça, il y a eu quelques leaks, on les commence à voir apparaître. Donc ça, ils sont cool aussi. Mais là, c'est selon moi aussi ceux qui sont assez intéressants. Donc c'est... Avant les versions U, en fait, c'était... Même les Core i7, c'était des 2 cœurs 4 threads. C'était pas hyper intéressant. Maintenant, depuis la 8e génération, ils sont passés à 4 cœurs 8 threads. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et surtout maintenant, ils arrivent à des fréquences plutôt respectables, notamment avec celui-là, qui est plus puissant que celui qui était déjà sorti il y a quelques temps, et qui booste jusqu'à 4,2 GHz sur un seul cœur. Mais quand même, 4,2 GHz, et surtout, il a une partie graphique... ah non, non, j'avais même pas vu en fait, ça c'est l'autre encore avant. Celui-là, ils savent même pas la fréquence maximum en fait. Et il a une fréquence de base de 2,7 GHz. Donc en gros, il a la même fréquence de base que les Core i7 qu'on avait de 7e génération, les gros Core i7 gaming. Mais en plus de ça, il consomme beaucoup moins. Il a un TDP de 28 watts. C'est une petite hausse par rapport à son prédécesseur qui était à 15 watts, mais c'est quand même respectable, franchement, 28 watts. Et surtout, il a une partie graphique plus puissante. Donc, pour des ultrabooks haute performance, c'est vraiment un bon plan, selon moi. Après, les autres sont quand même très intéressants à 15 watts, parce qu'on commence à avoir des ordi portables, des ultrabooks qui sont vraiment fins, et qui sont sacrément puissants. Et ça fait plaisir, moi, je trouve, parce que c'est cool. Et aussi, vous avez du coup des fabricants de laptops qui en profitent pour faire des trucs pas trop fins non plus, et qui ont pas mal de batterie, qui durent hyper longtemps, et qui sont assez puissants. Et ça, franchement, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut juste baisser le prix, s'il vous plaît. Merci. Ryzen... Plus de Ryzen sur mobile pour baisser les prix, merci, ce serait bien. Ensuite, toujours un petit peu Intel, on a une news au niveau des Q370 et QM370 et HM370. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les chipsets de carte mère, parce que je vous rappelle, quand les processeurs de 8e génération sont sortis, il n'y avait qu'un chipset, et il n'y a toujours qu'un chipset de sortie,
et c'est le Z370. Et le problème avec le Z370, c'est qu'il coûte cher. Il coûte vraiment cher et ça casse l'intérêt, selon moi, de pas mal de processeurs de la génération parce que le Z370, son intérêt, c'est que vous pouvez overclocker dessus. Le problème, c'est que la moitié des processeurs Intel sortis de 8e génération n'ont pas l'overclocking de débloquer dessus. Du coup, vous achetez littéralement un magnifique Core i5, le Core i5 8300, si je me souviens bien, je ne sais plus exactement le nom, celui qui a 6 cœurs, 6 threads et qui tourne à 2,8 GHz, celui que j'ai pas mal recommandé parce qu'il est vraiment bien. Vous l'achetez, il n'est pas overclockable, mais vous devez être obligé de prendre une carte mère d'overclocking. Et ça casse le deal, en fait. C'est genre, vous devez payer plus cher pour quelque chose qui, au final, ne change rien. Donc, enfin, ça arrive. Et c'est une bonne chose, parce que ça permettra de faire des PC gaming vraiment puissants pour encore moins cher. Et ça mettra un peu plus la pression à AMD. Mais bon, ma foi, concurrence. Et enfin, petite dernière news, assez importante quand même, c'est que la Californie autorise enfin les voitures autonomes sans être humain dedans, enfin sans être humain derrière le volant dans la loi. Donc c'est une étape hyper importante en fait. Je ne sais pas s'il y en a qui se rendent compte. Ça veut dire que littéralement on peut commencer à avoir maintenant des véritables voitures autonomes qui se déplacent toutes seules dans la rue, littéralement. Il y a peut-être une condition quand même qu'il y a peut-être quelqu'un qui est obligé d'être dedans ou autre chose, mais la personne n'est plus obligée d'être derrière le volant, ce qui était le cas jusqu'à maintenant. D'ailleurs, quand ils testaient ces voitures-là, ils avaient toujours un joystick ou autre chose. Ils étaient toujours à côté avec un joystick ou autre chose pour arrêter la voiture, pour voir s'ils ne faisaient pas de conneries. Donc, ça leur permettra aussi de faire plus de tests en conditions réelles, parce que sinon ils sont obligés de toujours avoir un ingénieur dans la voiture en train de surveiller tout ça. Donc là ils peuvent lancer plusieurs bagnoles, voitures dans la rue en mode allez conduire dans le pâté de maison là, et puis collecter un maximum de données, regardez si vous faites pas des conneries ou autre chose quoi. Donc ouais, c'est une bonne chose pour le développement des voitures autonomes, et par contre c'est une très mauvaise chose pour les chauffeurs de taxi et autres personnes dans le genre, parce que ça va littéralement détruire leur marché. Mais bon, le progrès, et pour ceux qui sont contre le progrès, je vous rappelle que au Moyen-Âge, 90% de la population travaillait dans l'agriculture. Combien de personnes travaillent dans l'agriculture aujourd'hui? Est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il y ait moins de personnes qui travaillent dans l'agriculture aujourd'hui? Je ne crois pas. Ça nous permet de faire d'autres choses quand même. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Ça nous permettra de faire des choses plus intéressantes. Le seul problème là-dedans, c'est que y a des gens qui vont perdre leur travail. Et il faudra qu'ils retrouvent un autre travail. Et la caméra vient de s'arrêter. Mais bon, c'est pas grave, parce que c'était la dernière news de la journée. C'était pas mal. Il y a d'autres news qui sont sorties pendant que j'étais un petit peu absent. Donc peut-être que j'en traiterai certaines qui étaient assez importantes. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié ce Texama Show. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain Texama Show. Et je vous dis salut à tous!